Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Eighties-et-vous. Eighties-et-vous, c'est une nouvelle émission de la galaxie Eighties, le podcast, dont le concept est très simple. Ainsi, je recevrai une personne ayant connu les années 80 pour diverses raisons, soit qu'elle ait marqué celle-ci par son actualité, soit qu'elle ait tout simplement grandi pendant cette période, ou bien encore qu'elle veuille partager avec moi sa passion des années 80. Donc, comme le veut la tradition, je vais laisser l'invité se présenter, donc nom, prénom, date et lieu de naissance et profession. Voilà, je m'appelle Philippe Auguste, je suis né le 20 novembre 1939. Ma profession, j'en ai plusieurs. Je suis comédien d'abord, ensuite metteur en scène, surtout de théâtre et auteur. Alors, monsieur Auguste, permettez-moi de vous remercier au nom de toute la rédaction d'Eighties le podcast d'avoir répondu favorablement à mon invitation pour ce numéro d'Eighties-et-vous. Oui. Donc, on va aborder déjà votre actualité au niveau théâtre et autres, de tout ce que vous faites actuellement. Donc, qu'est-ce qui récemment meuble l'actualité de monsieur Philippe ? Écoutez, je viens de jouer un hommage à Georges Wolinski au Théâtre des Jazés pendant 30 représentations, en reprenant la pièce « Je ne veux pas mourir idiot ». Vous savez que Wolinski a été assassiné en janvier, le 7 janvier. Donc, nous avions créé la pièce « Je ne veux pas mourir idiot » avec Georges Belair en 1968. On l'a reprise là pendant 30 représentations où ça a eu beaucoup de succès. Voilà. Georges Belair, grand animateur des années 80 notamment. Voilà. Avec Le Chevalier du Labyrinthe, une émission. Ah, ça, je sais pas. En tout cas, Georges était un acteur avec lequel j'ai joué beaucoup de pièces dans ma vie. Bon, et donc du coup, en termes d'actualité de doublage, vous avez des choses en ce moment Oui, je double en ce moment une série qui s'appelle Les Bibliothécaires, The Librarians, pour la 6, voilà. D'accord. Dans laquelle je double Monsieur Laroquette, qui est un comédien anglo-saxon magnifique. D'accord. Alors donc, au niveau de votre carrière dans les années 80, en tant qu'acteur, moi je me souviens tout à fait de vous dans Scout toujours notamment, qui fait partie des films quand même emblématiques de Gérard Jugnot. Et quand est-ce qu'on vous rend à la vie active ? Je reste actif, C'est pas un bout de plâtre qui va m'empêcher de faire le camp. Non, Hervé, vous n'y pensez pas. Alors qui ? À part moi, je vois personne. Je suis là, moi. Oui, Georges. Mais j'ai peur que la turbulence de ces garçons ne vous dépasse un peu. Beaucoup, oui. Bon, alors faut annuler le camp. Ça c'est impossible. Les parents ont déjà payé. Ils ne comprendraient pas. Donc, vous étiez responsable des scouts, de mémoire ? Oui. C'était pas un très grand rôle, hein. J'ai fait des choses plus importantes que ça. Tout à fait. Et alors, moi, je me souviens aussi de Trop c'est trop avec de Didier Camanca. Et puis voilà. J'ai fait aussi le film d'Alain Cavalier. J'ai fait plein de films, hein. Céleste, de Michel Gast. J'ai commencé par Les Tricheurs il y a très longtemps. Bon, j'ai fait pas mal de films, et surtout beaucoup de télévision. De téléfilms, donc, d'accord. Voilà, de téléfilms, de feuilletons, puisque j'ai joué Rouletabille à la télévision, qui était un énorme succès. Et dans les années 60, c'est ça ? Voilà, ouais, exactement. Pour l'ORTF, comme on l'appelait à l'époque. Voilà. La fameuse ORTF. Alors, moi, j'aurais bien aimé que vous me parliez quand même quelques instants du film Asphalte. Oui. Je me souviens, j'ai des flashs de ce film-là. Enfin, je me souviens notamment d'un carambolage géant. Oui, c'est l'histoire de gens qui partent en vacances le 1er août. Et chacun a son histoire à travers un accident. C'était avec Jean-Yann, George Wilson. Voilà. Et je faisais un type qui a un accident, qui reçoit sa voiture est emboutie et il reçoit un espèce de morceau de bagnole dans le cou. Et il marche sur l'autoroute et il se fait, la comédienne dont je me souviens pas le nom, qui était canadienne, Carole Laure, qui me prend à son bord et moi je suis complètement suqué, mais j'ai quand même encore la force de répondre. Voilà, c'était un film assez angoissant, sorte de carambolage effectivement, où tout le monde se rentre dedans et ça donne pas envie de partir en vacances en voiture. Voilà, moi c'est ce que j'allais vous dire, c'est le côté un peu oppressant et ça faisait un peu clip pour la sécurité routière entre guillemets. Monsieur Gégère, vous vous rappelez l'accident ce matin ? Il faut être courageux. Votre épouse est décédée. Et vous avez un fils qui vous réclame à Paris. Cherchez le civière. Il a un bout de métal planté dans le cou. Ma parole, regarde. J'ai pas besoin de civière, monsieur. Je dois être à Nice pour dîner. Mes beaux-parents sont très stricts. On peut dire qu'on a balayé les films principaux que vous avez tournés pendant les années 80, oui, avec ces films-là. Et donc après, il y a une très grosse activité au niveau du doublage. Oui. Donc avec 3 grands volets, donc le cinéma, les séries et donc ce qu'on va appeler vulgairement les dessins animés. Pas vulgairement. Enfin, pour moi, un doublage de film, de série, de télévision ou de dessin animé, c'est pareil pour moi. C'est la même chose et ça a la même importance. Vous appréhendez la chose de la même manière, du coup ? De la même manière. D'accord.
Donc, alors, en termes de doublage de long métrage, j'ai notamment relevé donc un doublage de Bruce Lee. Oui, j'ai fait les premiers Bruce Lee, j'ai fait le 1 et le 2, je crois. C'est incroyable. Une bagarre. Et on ne s'occupe plus de savoir ce que sont devenus nos frères. Xiaomei, ne pleure pas. J'irai voir le directeur demain et je lui parlerai. Et je te jure que je te le ramènerai à la maison. Ou je fracasse tout. J'ai fait beaucoup de films à cette époque-là, Papillon, j'ai fait surtout le film de Coppola, où je double Martin Sheen. Apocalypse Now. Apocalypse Now, oui. Qui a été redoublé du coup. Et que j'ai redoublé 25 ans après, parce que je l'ai doublé, et Coppola était à Paris pendant un mois, nous avons doublé ça. C'est un de mes plus beaux doublages, c'est vrai. Et voilà, c'était extrêmement exténuant, parce qu'il y a plein de... Coppola lui-même avait engagé Hervé Kettel. Il a abandonné le film au bout de 3 mois parce qu'il ne tenait pas le choc. Il a engagé Martin Sheen, qui a failli abandonner tellement il était souffrant et pas bien. Et ça s'est répercuté sur les doublages, parce que c'était vraiment très difficile à faire. Éprouvant, ouais. Mais tout à fait formidable. Ah oui, c'est un monument du cinéma. Ouais. C'est dingue. Dans ce pays, accuser quelqu'un de meurtre. Autant coller un excès de vitesse à un pilote de Formule 1. À la guerre, on a souvent l'occasion d'agir avec tendresse et compassion. Et souvent aussi avec la dernière cruauté. Ce qu'on appelle fréquemment cruauté, mais qui dans bien des cas n'est que lucidité. Si nous avions moins d'hommes, mais de meilleure qualité, nous pourrions gagner cette guerre avec le quart des forces que nous avons engagées. Voilà. Alors j'ai une anecdote, si vous voulez, sur ce film. Ah, mais avec plaisir. Donc 20 ans plus tard, il décide d'allonger le film en version plus large et d'y rajouter des choses qu'il n'avait pas mis dans la première version. Et donc moi, je passe dans le studio de doublage où il faisait passer des essais et je vois sur la porte marqué Apocalypse Now. Je me dis, c'est pas vrai, il redouble le film. Et je me rends compte que ce sont des essais. Donc j'attrape le directeur de plateau, je lui dis, mais vous redoublez ? Non, beaucoup de gens sont plus là, sont morts. Vous êtes qui ? Je dis, je m'appelle Philippe Aucouz. Ah bon ? Il me dit, vous êtes toujours vivant. Et puis, je lui dis, oui, mais vous savez, ma voix n'a pas changé. Martin Sheen, je le double dans plein de choses, dans le limite, dans plein de trucs. Et tout à fait, je peux tout à fait le faire. Ah ben oui, mais j'aimerais que vous passiez un essai. Je dis, non, je ne passe pas d'essai. Là-dessus, je suis désolé, j'ai travaillé avec Coppola, je l'ai fait il y a 20 ans, voilà, je ne passe pas d'essai. Puis je rentre chez moi, et puis je me dis, t'es vraiment un idiot, passe l'essai, tu vas le faire. Donc j'ai rappelé le type et je lui ai dit, écoutez, j'accepte de passer l'essai, je passe l'essai, et j'ai été pris, effectivement. Voilà. D'accord, et donc du coup, voilà, effectivement, c'est une sorte de version Director's Cut qui est ressortie. Voilà, mais enfin, ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, ma voix n'avait pas changé et il préférait avoir ma voix, parce que Martin Sheen, c'est un long commentaire, je ne sais pas si vous vous souvenez du film. Ah, si. Ce capitaine qui parle, qui raconte son histoire, et donc, voilà. Et j'ai été très heureux de faire la deuxième version, qui m'a semblé beaucoup moins bonne que la première, d'ailleurs. Ah. Parce qu'elle était allongée à la sauce, c'était des choses tournées qu'il a rajoutées. Oui, c'est du matériel qu'il avait en plus, effectivement, voilà. Il s'est dit, on va saisir l'opportunité de refaire une version. Mais c'est dommage parce que la première version était la bonne. Et donc effectivement, vous avez mentionné rapidement Nimitz, Retour vers l'enfer. Oui, c'est un des... qui est un film aussi qui est assez bizarre dans le scénario, assez original. Oui, très intéressant. Oui, Martin Sheen a fait beaucoup de films comme ça. Des films intéressants comme ça, d'anticipation. C'est ça. J'aime beaucoup le revoir, le film. Comme quand je doublais Dustin Hoffman dans Papillon ou dans Les Chiens de paille. J'aime bien revoir ces films où j'étais vraiment beaucoup plus jeune, mais où les films sont magnifiques. Quoi. Ah, Les Chiens de paille, effectivement, moi j'en ai un très bon souvenir. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est assez dérangeant comme film, là encore, avec cette acceptation difficile de... Et j'ai doublé plein d'acteurs de ce genre. J'ai doublé Michael Sarrazin dans un film avec Jane Fonda, où ils couraient tous les deux, là. Alors, pour le coup, ça ne me dit rien, mais... Voilà, avec Jane Fonda, formidable. Michael Sarrazin, très grand acteur. Peter Fonda, j'ai doublé des gens comme ça. Quoi. Et alors, il y a aussi un doublage d'un personnage du film Das Boot, qui est aussi un film assez connu des années 80, une histoire de sous-marin, effectivement. Ouais. Et puis, comme vous l'avez dit, ça fait partie des personnages. Alors, il y a eu Travolta également. Oui, Travolta, dans Grise, oui. Dans Grise, excusez du peu, et puis dans Staying Alive également. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Qui font partie des films emblématiques de la carrière. Ah ben ça, c'est Grise, c'était une idée de Jacques Thébault, qui était un acteur formidable, qui faisait du doublage, qui doublait
Steve McQueen, la voix de Steve McQueen, bon, Jacques Thébault, et il dirigeait. Et puis il a eu l'idée de me confier Travolta, qui démarrait, il avait fait 1 ou 2 films, mais c'est drôle qu'il ait pensé à moi, il m'a fait passer un essai. À cette époque-là, on passait des essais beaucoup, et puis je l'ai fait, je me suis amusé. C'était pas un grand acteur à l'époque, Travolta. Je trouve pas que ça soit devenu un très grand acteur, mais il est pas mal. Avec les années, il est devenu meilleur. Ah bah il est limite mieux maintenant, parce qu'il a eu une grosse traversée du désert, effectivement, pendant une bonne quinzaine d'années. Ce sont des acteurs qui me font peur, parce qu'ils font partie d'une secte. Travolta fait partie d'une secte, et j'ai toujours un peu l'angoisse de tous ces gens qui sont affiliés à des sectes. Ouais, c'est un peu comme Tom Cruise et la scientologie. Tom Cruise, c'est pareil. Travolta et Scientologue. Voilà. Je voulais pas dire le mot, mais je l'ai dit. Voilà. Et alors justement, une petite question. Alors, votre activité de doublage, et non pas de doubleur, puisque... Non, alors doubleur, on dit pas doubleur parce que ça n'existe pas. Alors, vous avez des gens qui font du doublage toute leur vie et qui ne font que ça. On peut peut-être affilier le nom de leur métier à doubleur, mais le doublage fait partie du métier, comme la télévision, le cinéma, le théâtre, la radio, la pub. On a beaucoup de cordes à son arc, parce qu'aujourd'hui, pour en vivre de ce métier, il faut faire tout ça. Sinon, on en crève. Et à l'époque, les acteurs faisaient du théâtre, avant la télévision, ils faisaient de la télévision. Là, maintenant, il faut faire de tout pour pouvoir exister, pour pouvoir croûter. Donc, à l'époque, dans les années 80, cette activité de doubleur, que vous avez continué... c'est-à-dire que j'étais directeur de plateau. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, alors, ça, c'était une deuxième question, mais la première, c'était de savoir si, par rapport aux années 80, les choses avaient changé maintenant au niveau de l'activité de doublage. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vous avez eu l'arrivée de Berlusconi, de la 5, et Berlusconi avait besoin d'images, puisque sa chaîne était totalement vierge. Donc ils ont acheté des trucs, des machins, plein de produits, plein de choses, et on commençait le doublage dans les années 80 à 9h du matin, on finissait à minuit. C'était invraisemblable. Ouais. Et puis vous aviez aussi de l'autre côté Dorothée, Berda, qui voulaient des dessins animés. Ils achetaient des dessins animés au poids. Ils envoyaient des mecs au Japon qui revenaient dans leur valise avec des séries et on doublait. Voilà. Et donc moi, mon activité à ce moment-là, moi j'avais toujours dit à la personne qui dirigeait la société pour laquelle je travaillais, et c'est pas un secret, il s'appelait Michel Salva, il est plus là, il a disparu, il a fait faillite. Je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, puisqu'il était à l'époque le plus gros doubleur. Donc il doit y avoir bien une explication. Et donc j'avais toujours dit, ça va, moi je veux bien travailler pour toi matin et jour, mais quand je le répète, quand j'ai une pièce, tu me laisses partir, tu me laisses répéter, tu me laisses jouer, puis je reviens, et c'est ce qu'on faisait. Donc j'avais des moments où je pouvais jouer au théâtre, et à cette époque-là, le doublage était une grosse activité. C'est là où on a fait les plus gros démarrages des dessins animés, des trucs, des machins, quoi. Parce qu'il fallait absolument des produits. Donc c'était une sorte d'industrialisation finalement. C'était vraiment une grosse cadence. Oui, mais en même temps, c'est pas la même chose. C'était des grosses cadences. Mais en même temps, les dessins animés, c'était des équipes. C'est Carrel, Hernandez, Auguste, Balutin, Lax. C'était toujours les mêmes. On travaillait en équipe. Voilà, donc là, effectivement, il y avait une sorte de communauté d'acteurs qui... Oui, parce que nous, on arrivait à 9h30, on commençait à déconner, quoi. Ouais. Le dessin animé, c'est quelque chose de très spécial parce qu'il faut rire en même temps. Il faut avoir un don d'improvisation. Il faut pas suivre tout le temps le texte, il faut être tout le temps de bonne humeur, parce que le dessin animé, pour moi, c'est synonyme de bonne humeur. Même quand c'est triste, c'est quand même un dessin, c'est quand même quelque chose qui bouge. J'ai toujours été heureux quand j'ai doublé des dessins animés, et je pense que ça transparaît aujourd'hui peut-être dans les choses que j'ai faites. D'ailleurs, donc, dans tous les doublages, quel type de voix est-ce que vous avez J'ai pas de type de voix. Ma voix n'a pas tellement changé. C'est un petit peu aggravé, mais elle n'a pas beaucoup changé. C'est les rôles qu'on me propose qui ont changé. Parce qu'on croit que je suis un vieux machin, alors on me propose des rôles, je parle de doublage, un peu plus âgé, alors que j'ai une voix tout à fait d'un mec de 55 ans, 60 ans, quoi. Alors que je suis plus âgé. Et en termes de type de personnage, est-ce que vous avez tout fait, du gentil, du méchant Oui, tout fait. Tout fait. Ça, j'ai vraiment tout fait. John Voight, j'ai tout doublé, moi, j'ai tout fait. Les dessins animés m'ont apporté cette liberté. Et en même temps, j'avais 50 ans à ce moment-là, 55 ans, et ça me rendait heureux, quoi. Puis Salva l'avait compris parce qu'il me donnait beaucoup de dessins animés à faire, quoi. Au même moment, il m'a donné aussi Bobby dans Dallas parce que c'était Arditi qui doublait Patrick Dufy, et puis il n'était pas libre. Il m'a dit, tu veux doubler voilà, j'ai 13 épisodes d'une série, je savais pas qu'on allait en faire 450, d'une série qui s'appelle Dallas, c'est pour doubler Patrick Dufy qui fait d'habitude. Arditi, est-ce que tu veux le faire? Je ne pourquoi pas, et j'en ai doublé 450. Qu'est-ce qu'elle a vu? Que c'est toi que j'aime réellement. Oui, peut-être bien que c'est ce que j'espérais, je n'en sais rien.
Bobby, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que je ne vais pas épouser Jenna. Je ne ferai pas cette erreur. C'est toi seul que je veux épouser. C'est en cours de route comme ça. Hein. Mais mes souvenirs sont obligés d'être entrecoupés de petites anecdotes comme ça. Et j'ai vu que dans la liste de dessins animés, vous en avez oublié un très important pour moi. C'est les Tortues Ninja. Ah si, je l'ai mis. Maître Splinter dans les Tortues Ninja, bien évidemment. Ah voilà, mais c'est pas ce personnage-là que je doublais. Ah bon, moi, dans mon souvenir, c'était celui-ci. C'était Daniel Russo qui doublait ce personnage. Moi, je doublais la Cervelle et je doublais surtout le Roi des Rats. Ah, le Roi des Rats, autant pour moi. Donc voilà, effectivement, là, vous m'avez entrouvert la porte sur Bobby et Wing, et c'est vrai que ça fait partie des personnages légendaires des années 80 pour beaucoup de monde, aussi bien donc des fans de ce qu'on appelle les soaps, alors donc les séries comme il pouvait y avoir les Côtes Ouest, les Dallas, les Dynasty. Dallas, c'est le premier alors il y a eu Dynasty avant, mais Dallas, c'était vraiment le premier, c'est celui qui a eu d'ailleurs un succès énorme dans le monde entier, et c'est ce qui a permis de créer les séries, quoi. Moi, j'appellerais pas un soap, ça, Dallas. Les soaps, c'est encore autre chose. C'est plus les séries brésiliennes, effectivement, les soaps, choses comme ça, Dallas, effectivement. C'était vraiment une série. Alors, on n'aime pas. Bon, c'était les riches du pétrole, etc. Bon, le personnage de Bobby, il était gentil, c'est un gentil. JR était méchant. On a doublé ça pendant 30 ans. L'année dernière, et il y a 2 ans, j'ai redoublé des Dallas qui sont revenus. La dernière saison, là, ils ont recommencé. Ah, j'ai regardé ça, ouais. Comme JR est mort, c'était pas bon d'ailleurs. JR est mort, ça s'est arrêté l'année dernière. Mais bon, surtout Patrick Dufy, je l'ai doublé dans plein de séries, de téléfilms. Cette sacrée famille qui est un... Notre belle famille, effectivement. Ouais, Notre belle famille, très marrante, où il est formidable. Une espèce de Rock Hudson de la télévision, vraiment sympa. Bon, maintenant, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas si il va continuer. J'ai vu qu'il voulait faire une suite à cette belle famille. Ah. Alors, par contre, effectivement, vous avez mentionné Pierre Arditi, parce que au niveau donc de la rédaction, on parle souvent de la série donc qui s'appelle L'Homme de l'Atlantide, qui, alors, pareil, est assez surréaliste, qui parle d'un individu aux mains palmées, qui a les yeux effectivement très bleus. Et dans cette série, par contre, effectivement, c'est Pierre Arditi qui double Patrick Dufy. C'est pour ça, c'était avant Dallas. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que quand Dallas est arrivé, on a voulu mettre, mais il n'était pas libre. Et il a doublé quand même dans Dallas un autre personnage. D'accord. Pierre Arditi fait un doublage en Dallas. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Dans les premières séries, il fait le frère de Pamela. Dieu sait que j'en ai regardé des épisodes de Dallas, mais c'est vrai que je me souviens pas du doublage de... Il faisait beaucoup de doublages, hein. Ah oui, Pierre Arditi, entre les narrations de documentaires, les doublages... donc je m'étais noté aussi pilier des années 80, Eric Estrada, donc John Poncherello dans Chips. Oui, Chips. Alors... Je les ai pas doublés, les premières c'est sans moi, avec un autre acteur, mais j'en ai doublé beaucoup. Ouais, Estrada c'est un très mauvais acteur. Très mauvais acteur, que j'ai redoublé dans d'autres trucs. Il n'est plus acteur, je ne sais même pas s'il est toujours vivant. C'est pas un très bon acteur. Vous savez, le problème aussi, c'est que quand on double des gens en français, il nous arrive, il n'y a pas que des grands acteurs, il n'y a pas que Dustin Hoffman ou Martin Sheen, il y a des très mauvais acteurs américains que j'ai doublés. Alors, il y a une série aussi formidable, c'est la série où je doublais Seinfeld. Voilà. Ah oui, c'est tout à fait. Grande série. Où je doublais Maurice, le petit gros, le petit juif marrant. Et Seinfeld, c'est une série magnifique. Plus récente, mais effectivement, oui, ça a bien marché, effectivement. Oui, c'est dans les années 90. Fin des années 90, oui. Ouais, tout à fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé faire ça. Parce que c'était intelligent, parce que c'était fin. Et maintenant, on arrive à faire des bonnes séries en Europe, mais tout le monde a voulu faire des séries qui ressemblaient à Seinfeld. Puis ils ne sont pas arrivés parce que c'était l'humour juif de Brooklyn et que c'était impossible à faire ça en France. Nous, en France, c'est comment ça s'appelle là, dans le Sentier, la série des films. L'Avertissement. Voilà, c'est ça l'humour juif. Malheureusement ou heureusement, je ne sais rien. En tout cas, pour moi, c'est pas l'humour juif de Seinfeld. C'est autre chose. L'humour juif du Sentier. Ah bah c'est beaucoup plus dans la caricature effectivement que dans Seinfeld, ça on est bien d'accord. Seinfeld c'est fin. C'est fin. Oui, tout à fait. Vous parliez de mauvais acteurs comme donc Eric Estrada. Est-ce que le doublage, l'acteur qui a une activité de doublage peut permettre d'améliorer quand même moi j'en suis convaincu, mais donc vous confirmez que ça surtout si l'acteur est bon, si l'acteur français est bon.
Il y a aussi des acteurs français qui sont pas bons. Hein. Non, parce qu'on se plaît souvent à dire que dans les années 80, donc si on prend une série comme Magnum ou comme l'Agence Touriste par exemple, on les regardait forcément en version française puisque de toute manière à l'époque on n'avait pas vraiment le choix. Mais c'est vrai que Magnum, donc Francis Lax, moi j'ai essayé de regarder des épisodes en VO, on a l'impression de pas regarder la même série en fait. Parce que Francis, il avait de l'humour. Ah oui, il apportait une dimension oui, bien sûr. extraordinaire. Et l'autre, c'était Paturel, non? Oui. Ah oui, Paturel, grand acteur, grand artiste. Une légende à la Roger Carrel. Non, mais c'est des grands acteurs. Carrel, grand acteur, Hernandez, qui triomphe là, sur la scène. Hernandez, tous les soirs aussi, dans la série Scène de ménage. C'est un mec formidable. Qui ont un humour, une invention, ils improvisent, ils écrivent. En même temps, c'est des auteurs. Hein. Il ne faut pas oublier que nous, on a des auteurs qui font des bandes rythmos sur lesquelles on parle et qu'on arrange le texte. À l'époque, encore plus que maintenant. Maintenant, on n'a plus le droit d'y toucher, les chaînes ne veulent pas. Mais à l'époque, il m'est arrivé sur une série de dessins animés qui s'appelle Ken le survivant, qui était une série qui avait été achetée au poids au Japon et qui est devenue une série culte, comme vous le savez, mieux que moi. Au bout de 3 ou 4 épisodes, le CSA a prévenu Dorothée, qui est productrice, qu'il ne pouvait pas laisser passer des images, il y a des croix nazies, qu'en plus c'était d'une violence inouïe. Nous, on doublait ça et moi je dirigeais le doublage. J'ai appelé Salva, je lui ai dit, écoute, nous sommes réunis, on ne veut plus doubler ça. On ne veut pas doubler cette série. On en a fait 3-4, mais on veut bien le doubler à une seule condition, c'est qu'on dise ce qu'on a envie de dire, qu'on transforme le texte. Et Salva m'a dit, ouais, allez-y. Et c'est devenu un truc culte. Il y a eu une polémique là-dessus. Hein. Ah bah oui, il y a les puristes qui trouvent qu'on a perdu. Ouais, je défends toujours, parce que c'est moi le fautif. Et Dieu sait si sur le net, on voit, ouais, Auguste, c'est criminel d'avoir changé le survivant. Eh bien, je défie les gens, si on avait laissé le texte tel qu'il l'était, on en aurait doublé 13 et jamais plus on aurait doublé quoi que ce soit. Parce que c'était nul, quoi. Faut bien le dire. Ah bah c'était une série particulière, oui, moi je revois ma mère me dire mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, t'arrêtes de regarder ça tout de suite. Alors que nous, en détournant les choses et en faisant des conneries dans le genre enjoufflu, les gosses se marraient. Alors après il restait le côté un peu violent des images, même s'il y avait des épisodes qui ont été édulcorés. C'est déformé par le texte, ça va après. Mais en même temps, c'est vrai que c'est la seule série où on a écrit nous-mêmes on l'a pas écrit, on n'a pas suivi le texte, mais on avait l'accord du patron, quoi, donc on le faisait. Regarde, Raoul! La mort subite va te frapper. Cette attaque au couteau suisse est très rarement utilisée. Elle est pratiquement imparable, mais entraîne la mort immédiate de celui qui la déclenche. Au secours! Ah, je t'en prie, sauve-moi s'il te plaît, cet homme me glace. Je ne peux pas avoir froid, je te recommanderai auprès de mon maître, vite, sauve-moi! Inutile d'emmener tes valises. La consigne de la gare est fermée, mon grand. Il existe 708 points mortels dans le corps de chaque individu. J'ai trouvé l'un des tiens. Il ne te reste plus que 7 secondes à vivre. Oh non, c'est impossible! Réfléchis bien à tous les crimes que tu as commis pendant le temps qu'il te reste, mon gros. Non, attends, Maigrichon. Ça m'est égal, ça fait même pas mal! Dans 7 secondes, tu seras mort. Non, pas 7 secondes, c'est pas assez, donne-moi de plus! Couteau de cuisine et petit canif. Tu sais, pour Rio, au couteau. Point marteau, picot d'eau. Et donc vous nous disiez, notamment sur Ken le survivant, donc vous étiez directeur de l'équipe de doublage en fait. Mais à l'époque j'étais directeur de doublage de tout ce que je faisais, donc pendant 20 ans j'ai fait ça. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste effectivement? Est-ce que c'est vous qui recrutez du coup les autres personnes qui doublent? Non. Là, il y a des grèves de plateau qui recrutent eux-mêmes. Ça a évolué, ça a changé. À l'époque, c'était Michel Salva qui dirigeait sa société, qui faisait la distrib. Et puis voilà, mais il savait très bien avec qui j'avais envie de travailler ou pas. Comme on a travaillé 20 ans ensemble, il savait bien qu'il fallait pas me mettre des acteurs que j'aimais pas. Puis quand il me mettait un acteur que j'aimais pas, j'ai dit écoute, la prochaine fois oublie. Ou celui-là est magnifique, j'ai découvert quelqu'un de superbe. J'ai permis à plein de gens de faire du doublage aussi, j'ai ouvert des portes. D'accord, donc du coup ça permet effectivement de créer des affinités et puis de... Dans le doublage de 94, où d'un seul coup les acteurs se sont dit, et justement les acteurs qui faisaient du doublage, mais pourquoi on touche pas de droit sur nos voix qui passent, qui repassent, qui repassent. Il y a eu une grande grève à l'époque et ça a tout bouleversé le monde du doublage. Voilà, moi j'ai arrêté pratiquement d'en faire dans les 2 ou 3 ans qui ont suivi, pas d'en faire complètement, mais comme j'étais un meneur dans cette aventure où on réclamait le droit, évidemment, on l'avait payé. Vous étiez l'homme à abattre au niveau de... Oh, l'homme, non, j'étais pas l'homme à abattre, je faisais partie des gens. Meneurs. On était nombreux, et d'ailleurs on a obtenu cette section, puisqu'on a obtenu, en tout cas sur les produits européens, des droits qu'on n'a pas obtenus sur les produits anglo-saxons,
américains, mais sur les produits européens, on a obtenu des droits. D'accord. Et ce qui est tout à fait normal. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous avez une chaîne de dessins animés qui passe Capitaine Flamme, Ken le Survivant, les Tortues Ninja, Musclor et tous ces trucs-là sans que je touche un centime. Ce qui est complètement aberrant. On est d'accord. Ça serait normal et juste qu'on soit payé, même si on était payé un petit peu, mais on ne l'est pas. D'accord, donc effectivement, sur les productions autres qu'européennes, donc vous ne touchez absolument. Oui, et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les dessins animés ? Il y a eu des queues de série. Les Tortues Ninja, Ken le Survivant, vous me disiez tout à l'heure, oui, c'était pas votre voix, dans certains, etc. C'est parce qu'ils ont pris d'autres gens, qui ont imité nos voix. Oui, les voice-alike, ce qu'on appelle effectivement dans les castings. On les appelle comme ça. Ils nous ont imités, parce qu'ils avaient tellement peur de nous appeler et qu'on demande un prix très fort. Ouais, qu'ils se sont débrouillés. Voilà. Par contre, moi, j'ai fait Musclor. J'en ai fait une 50aine qui ont été retrouvées dans un tiroir. Et je les ai fait à mon prix. Et je les ai payés tout à fait normalement et convenablement. Mais là, c'était un gré à gré. Parce que c'était 20 ans plus tard, on retrouvait des dessins animés. Comme si aujourd'hui, on retrouvait des dessins animés dans un tiroir. Il y en a sûrement, d'ailleurs. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Voilà qui va mettre un terme à la grande rébellion. Ça, c'est loin d'être sûr. Je serai vous, je reculerai et je laisserai ces gens bien tranquilles. Mais c'est qui celui-là ? Qui veux-tu que ce soit ? C'est un rebelle et il va subir le même sort que les autres. Catra, Scorpia, allez à vous ! Tu sais, j'en passe pour toi, Boblon. C'est pas des façons de parler pour une dame. Mais d'un autre côté, il faut dire que tu n'as pas grand-chose d'une dame. Alors justement, vous faites bien de parler des dessins animés, puisqu'on n'a pas balayé donc les principaux personnages que vous avez doublés en termes de dessins animés. Donc alors je me suis noté Edgar de la Cambriole, qui est effectivement très rigolo. Bonjour Juliette, vous me reconnaissez ? Oh oui, c'est vous qui avez essayé de me sauver. Cette bague est à vous. Mais je ne comprends pas. Vous avez risqué votre vie pour me rapporter une bague ? Que vaudrait la vie si on ne la risquait pas ? Et les exercices physiques me font du bien. Finalement, c'est moi qui devrais vous remercier. Puis je faisais la direction de plateau, là aussi. D'accord. Alors, j'avais monté l'équipe autour de moi. Oui, donc là, c'était vraiment des personnes sur lesquelles vous pouviez compter et avec qui vous adoriez travailler. Oui. Le garçon qui double les Simpsons, Patrick Mess, Jean Barnet, Agnès Gribe, des gens que je connaissais parfaitement. D'accord. Et puis finalement, c'est marrant, encore une fois, le producteur a sauté. Ah oui. Ouais, ils sautent tous. C'est marrant. Ils gagnent beaucoup d'argent, ils font beaucoup de dessins animés, mais ils sautent tous. Ah, puis il y a un dessin animé aussi que j'ai fait, qui est très important dans ma vie, c'est ma rencontre avec Hergé. Parce que j'ai doublé Tintin dans le Temple du Soleil. Ah, ça, je ne savais pas. Donc c'est le film, le Temple du Soleil, et Hergé était sur le plateau. Il faisait les dessins du film en fonction de nos voix. On a travaillé pendant 1 ou 2 mois. Et voilà, ça m'a permis de connaître Hergé, qui m'a fait plein de dessins, et avec qui je suis devenu assez copain. D'accord. Non, effectivement, alors je savais qu'il y avait eu des films, parce qu'ils ont fait l'adaptation donc de tous les albums, mais il y avait aussi des plus longs métrages. Un grand dessin animé. J'ai doublé le Livre de la Jungle, aussi des choses comme ça. Gugu Gamno. Alors voilà, celui-ci effectivement, le personnage J'arrivais au studio, vous vous rendez compte comment vous voulez être sérieux quand vous doublez une poule. Je faisais marrer tout le monde, et puis voilà, la poule qui pond, la poule qui dort, la poule qui respire. Voilà. C'est à ta naissance que l'on t'a donné un nom rigolo, pas facile à porter. Gugu, petit oiseau bubblegum. Gugu, bienvenue parmi les hommes. Dans
toutes les bagarres, on peut compter sur toi. Tu es un peu bizarre, mais on gagne à chaque fois. Kiki, Kiki, petit oiseau bubblegum. Kiki, Kiki, bienvenue parmi les hommes. Kiki. Ça m'a permis de rester jeune. Et le fameux pâté en croûte dans Charlotte aux fraises. Alors ça, on se l'est noté. Ah oui, ça, je m'en souviens pas. Je m'en souvenais pas du pâté en croûte. Eh oui, le pâté en croûte dans Charlotte aux fraises. Et puis l'homme à la rose dans les... Ah, Éric Raymond. Voilà, Éric Raymond. Dans Jem et les hologrammes, évidemment. Ça aussi, ça fait partie des dessins animés particuliers dans l'approche visuelle, on va dire, parce que c'est tout basé sur le côté flashy, comme il y a pu y avoir, il y avait Denver et le dernier dinosaure, il y avait des choses comme ça. Mais le côté... Mais vous savez qu'il y a des choses incroyables, c'est que souvent, il m'arrive de faire un enregistrement ou une pub, et l'ingénieur du son qui est derrière sa console, il me dit, mais vous n'êtes pas la voix de Musclor, vous n'êtes pas la voix de Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, c'est complètement mythique. Je sais pas pourquoi. Capitaine Flamme, c'est le summum du summum. Et quand je leur dis ça, ils sont bouleversés parce que c'est des choses qu'ils ont entendues quand ils étaient petits, quoi. Ah bah oui, donc le Adam qui devient Musclor uniquement en changeant de tenue, effectivement. Alors notamment. Mais pour un acteur, c'est quand même assez rare d'avoir ce genre de réaction. Il n'y a que les gens qui ont fait des dessins animés qui ont cette chose-là, parce que les autres, ils savent que Bobby Ewing, mais les films, ils connaissent pas ma filmographie en tant que personne qui a fait du doublage. Ils connaissent surtout les dessins animés. Et d'ailleurs, à propos de Musclor et des Maîtres de l'Univers, il y a eu a priori un deuxième doublage sur un générique des Maîtres de l'Univers, plus récemment. Est-ce que c'est quelque chose que... C'était moi, ça. Du coup, en ayant vu les deux, effectivement, on sent que ça a été doublé plus récemment. Oui, tout à fait. Et alors, je me suis noté aussi le pilote d'Ulysse 31. Oui. Donc, le fameux pilote qui a été retrouvé il n'y a pas très longtemps, finalement. Et là, j'ai fait un teaser pour un nouveau dessin animé qui va se faire. Il s'appelle Albatros. D'accord. Et dans le même style qu'Ulysse 31. Et le type qui fait ça, qui est un type assez sympa, essaye de le vendre à France 2. Et j'ai fait un teaser pour ça. Je crois que j'ai pris la voix de Capitaine Flamme. J'ai fait aussi une pub il n'y a pas longtemps. On m'a demandé, ce qu'on veut, c'est la voix de Capitaine Flamme. J'ai pris ma voix normale. Ah oui, c'est ça, exactement. Alors, effectivement, donc évidemment, il y a le Capitaine Flamme. Ça fait partie des dessins animés les plus emblématiques que vous ayez eu à doubler, au moins dans l'imaginaire et dans les souvenirs, donc qu'ont les gens des années 80. C'était un dessin animé qui était quand même assez particulier, dans le sens où ça fonctionnait sur des voyages. Donc il y avait un côté vraiment... Oui, mais si vous voulez, Capitaine Flamme, c'était toujours les mêmes personnages qui étaient dans des situations différentes. Je ne sais pas combien j'en ai doublé un paquet. C'était pas rigolo pour moi, c'était un héros. D'accord, donc c'est pas le doublage où vous êtes le plus, on va dire, vous avez le plus j'aime bien, mais je l'ai pas entendu, je l'entends jamais. Je vais jamais écouter ces trucs-là, je sais pas du tout. J'en parle. Ouais, vous en parlez, mais vous les écoutez jamais. En fait. Non. Mais j'ai des gens qui m'en parlent. Oui, bah ça, oui, surtout. La preuve, vous m'avez appelé. Exactement. Ouais. Pour finir avec ces questions-là, est-ce qu'il y a une série, un film ou un dessin animé que vous avez doublé, que vous montreriez avec fierté à des enfants de maintenant? Et à contrario, est-ce qu'il y en a un que enfin, c'est pas que vous n'êtes pas fier, mais que finalement... Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai pas de problème. Je peux montrer ce qu'ils veulent. Encore une fois, je vous dis, que j'arrivais le matin pour doubler Capitaine Flamme, ou les Tortues Ninja, ou un film, c'est pareil, je faisais le même boulot, j'avais la même exigence de mon travail. Donc, j'ai pas de... Alors, par contre, je me souviens des grands films, ça c'est sûr. Quand on double Dustin Hoffman, ou qu'on double Martin Sheen, ou qu'on double Michael Sarrazin, des gens comme ça, on se souvient des films, parce que les films sont magnifiques. Oui, et puis c'est moins sur la longueur, comme avoir 50, 60 épisodes d'un dessin animé. Voilà, exactement. D'accord. Alors, plus sur les années 80, vous, en tant que personne ayant connu cette époque, est-ce qu'il y a justement des choses qui vous tiennent à cœur, donc pas forcément en rapport avec ce que vous avez pu doubler, mais des choses qui vous ont marqué dans les années 80? Mais des choses qui m'ont marqué, sur lesquelles j'ai travaillé? Non, pas forcément. Un événement, une saga, une série, un film que vous adorez revoir de cette époque-là. Je sais pas, donnez-moi des je sais pas, Star Wars, Alien... Ah oui, alors là, je suis pas trop Star Wars, moi. Alien, oui. Oui, ça fait partie Oui, Alien, j'aime bien. Je suis pas fana. Nimitz, oui. D'accord. D'anticipation, mais Alien, oui, c'est pas mal. Retour à le futur, qui est assez d'actualité, effectivement. Oui, aussi. Oui, ça c'est des films cultes. Oui, mais bon. Là encore avec des grands doubleurs. Oui. Ma compagne n'aime pas trop la science-fiction, alors quand je vais voir des films de science-fiction, ce que j'aime beaucoup, j'y vais tout seul parce qu'elle n'aime pas trop. Ça se commande pas, ça. La science-fiction, c'est vraiment une vue de l'esprit. Moi, j'aime bien ça. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus et j'aime bien la science-fiction. Ah bah oui, la littérature est fournie dans voilà, il y a beaucoup de films sympas qui passent encore sur Mars, sur tout ça, c'est ce que j'appelle la fiction, la science-fiction. Ah oui, le Sol sur Mars ou effectivement. Alors, même s'il y a des longueurs, même si
C'est quand même Matt Damon, c'est quand même un grand acteur. Et puis il y a eu les Mad Max aussi dans les années 80, effectivement. Donc là, c'était bien sûr, j'aime beaucoup les Mad Max. J'ai pas vu le dernier, j'attends qu'il passe à la télé. C'est à voir, Je m'en régale à l'avance. Ah ouais, c'est à voir, parce que c'est vrai que c'est pour voir que c'est George Miller, donc toujours le même réalisateur, c'est du très bon travail. Ouais. Alors en ce moment, j'ai écrit un scénario pour la télévision. C'est difficile, c'est la première fois que je vais écrire un scénar. J'espère que ça ira au bout. Mais c'est très étrange qu'en fin de carrière, j'ai eu une idée et j'écris un sujet très, très difficile sur l'affaire Papon. Voilà. D'accord. Commandé par un producteur. Sur un téléfilm, en fait. Oui, téléfilm. D'accord. Mais du coup, vous seriez aussi acteur dedans? Non. Auteur. Non, c'est vraiment qu'à l'écriture. Oui, l'écriture. Auteur. D'accord. Auteur dialoguiste. Du coup, c'est quelque chose qui vous permet d'exprimer des choses que vous aviez envie de raconter. Oui, j'aime bien écrire. J'ai écrit 2 pièces de théâtre, j'aime bien des adaptations pour le théâtre. Je me rappelle d'une chose sur le Ralph du Veldiv, notamment, effectivement. Voilà. C'est moi qui l'ai écrit, en me basant sur 3 livres de Maurice Rafchus, et ça a eu un gros succès. Je suis plus un adaptateur qu'un véritable auteur. D'accord. Après, il y a eu des choses assez bonnes qui ont été faites, notamment sur Jean Moulin et sur des choses comme ça, qui permettent un peu pas de vulgariser, mais de rendre accessibles des événements un peu... Là, sur Maurice Papon, on n'a pas besoin de faire des efforts. C'était une crevure, c'est un petit peu épouvantable, donc c'est assez marrant à écrire. Tout en restant intègre. Bah oui, faut être objectif. Être objectif, voilà. C'est quelque chose qui a passionné les gens dans les années 90. Ah bah oui, l'affaire Papon, oui, effectivement. Et comme il n'y a pas d'image avant 25 ans, parce que les images du procès sont bouclées, on ne peut pas les voir à la télévision, c'est pour ça qu'on va faire pour le 20e anniversaire du procès Papon, qui était en 1997, donc en 2017, on espère que ça sera fait pour l'anniversaire. D'accord. Pour que les gens, les gosses, les gens de 30 ans puissent voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ah bah oui, c'est toujours bien, effectivement, de rendre ça accessible. Avec des acteurs, c'est une fiction. Et sinon, alors pour en revenir un peu aux années 80, est-ce qu'il y a pareil une chanson ou un groupe de musique de ces années-là qui vous aurait marqué et que vous auriez encore en tête, où vous dites tiens, bah ça sonne très années 80 et je prends plus. Dans les années 80, j'ai monté beaucoup de spectacles en tant que metteur en scène avec de la musique, mais c'est plus j'ai monté un spectacle l'année dernière sur Charles Trenet, c'est des chanteurs mythes, des cultes aussi, mais j'ai pas de musique qui me vient comme ça à l'esprit des années 80. J'ai des musiques en pagaille, voilà. Sur la rade du Veldiv, j'avais mis un accordéon tout seul, Jean Piazzolla, qui m'accompagnait, et ça c'était formidable, voilà. La musique yiddish dans Une petite fille privilégiée, mais j'ai pas de groupe ou de chansons qui vous viennent en tête issues des... J'ai un frère qui maintenant est à la retraite, mais qui a écrit un livre qui s'appelle Le Rock de A à Z, qui a tiré à 500 000 exemplaires, et qui est un fanatique de musique rock. C'est lui qui a amené plein de gens en France, qui a fait connaître plein de gens en France. Voilà, bon. D'accord, vous faites bien de m'évoquer cela. Vous m'avez l'air encore très très actif sur plein de domaines. Est-ce qu'à un moment vous vous dites, bah là je vais arrêter? Est-ce que vous êtes fixé d'arrêter à un moment ou... Non, je ne me suis rien fixé. D'accord. Tant que vous prenez plaisir, vous continuez. Non, je prends plaisir. Voilà. Non, tout va bien. Tout va bien. Non. Je pense qu'un acteur, ça s'arrête pas. Ça tombe sur la scène. C'est ce que j'allais dire, mourir sur scène. Non, moi je m'en fous de ça, mourir sur scène. Mais je veux dire, bon, tant que je suis en capacité, bon, je serai dans une petite chaise, j'arriverai plus à ouvrir la bouche. Mais moi, on me donne toujours 15 ans de moins. Ça va. Ah bah oui, donc vous avez de la marge. Oui, puis vous voyez, je suis très vif encore. Vif et alerte. Voilà. Donc, écoutez, Monsieur Oguz, je vous remercie vraiment grandement d'avoir accepté d'être reçu sur cet épisode d'Aitisez-vous. L'honneur est... On vous remercie et alors on va quand même finir par une question. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux grands enfants que nous sommes, qui avons grandi entourés des personnes que vous avez incarnées? Est-ce qu'il y aurait un message que vous souhaiteriez leur adresser? Restez le plus longtemps possible des enfants. Voilà, dans ce monde de brutalité et d'horreur que nous venons de vivre, que nous avons vécu cette année, il faut garder une âme d'enfant. Ça permet de faire passer des choses. Parce que quand on voit l'horreur de tout ça, c'est quand même terrible, quoi. C'est terrible. Voilà. Eh ben, je pense que vous pouviez pas mieux résumer la chose, effectivement. Donc, écoutez, Monsieur Oguz, merci encore. N'hésitez pas, donc, chers auditeurs, à nous laisser vos commentaires sur le site internet aitislepodcast.fr, sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. On espère que ce numéro vous aura plu avec Monsieur Philippe Oguz, donc nous avions l'honneur de recevoir. Je vous dis à très bientôt. Merci encore, Monsieur Oguz. Au revoir, à très bientôt. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci.